Au nord du Burkina Faso, le silence change de ton. Les puits réparés bruissent et les routes ici brûlées cessent de fumer. 2 chiffres résument le renversement. Plus d'1 million de personnes déplacées reviennent au milieu de 2025, tandis que 28 bataillons d'intervention sécurisent Sahel, Nord et Centre-Nord, rendant aux marchés et aux écoles un quotidien possible. Pourquoi cela vous concerne-t-il, sous Ibrahim Traoré, si vous n'y vivez pas? Parce que la sécurité redevenue ordinaire décide du prix, du pain et du passage des camions jusqu'à votre quartier. Regardez le pays remonter par la base, pas par les slogans. Depuis ce renversement, une promesse implicite parcourt le Burkina Faso. Si la sécurité revient, la dignité suivra. Dans un pays où un tiers du territoire échappait à l'État, la reconstruction ne dépend plus des donateurs, mais de la capacité d'un berger à garder son troupeau et d'un enfant à marcher jusqu'à l'école sans peur. Le pari est clair, transformer la victoire militaire en paix quotidienne. Le capitaine Ibrahim Traoré affirme que la stabilité ne se décrète pas, elle se plante comme une graine. L'enjeu pour chaque village est de prouver qu'un gouvernement de transition peut nourrir avant de parler. Dans ce contexte, la moindre pompe réparée devient symbole. Elle mesure moins l'eau qu'elle ne mesure la confiance. Et c'est ce fil fragile, entre sécurité et subsistance, qui détermine la portée réelle du redressement burkinabé, celle d'une renaissance depuis le sol, pas depuis les discours. Le basculement s'est joué dans le silence plus que dans les discours. Entre 2022 et 2025, plus d'1 million de déplacés sont revenus chez eux, et 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour sécuriser les axes du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Le miracle n'a pas commencé à Ouagadougou, mais dans les villages qu'on croyait perdus. Là où l'on ne voyait plus que des carcasses de camions et des marchés brûlés, des pompes remises en marche, extraites à nouveau l'eau. Ce sont ces détails concrets, un puits, une école rouverte, un troupeau revenu, qui dessinent le visage du redressement. Sous Ibrahim Traoré, le choix a été de partir du bas, restaurer la sécurité humaine avant la politique. Les nouvelles unités mobiles de gendarmerie ne se contentent pas de patrouiller. Elles s'installent, écoutent les anciens, règlent les disputes locales et garantissent la stabilité après le combat. Cette stratégie à 2 étages, frappe rapide, puis présence durable, a recréé un contrôle humain du terrain. Ce modèle s'oppose à la lecture dominante des médias occidentaux, qui y voient un durcissement militaire. Mais sur place, le soulagement prévaut. Mieux vaut un soldat à la croisée des chemins qu'un tireur dans mon champ, confie un paysan de Tamasgo. L'État n'a pas seulement repris des territoires, il a restauré la confiance. Là où la peur dictait chaque geste, la routine reprend lentement sa place. Les enfants étudient, les chèvres paissent, les marchés rouvrent le lundi. Cette scène banale vaut statistique. Un pays où la vie ordinaire recommence a déjà gagné la moitié de sa bataille. C'est ici que se révèle le vrai changement, discret mais décisif. La reconstruction d'une confiance partagée, brique après brique. Au cœur de ce redressement, un visage concentre l'attention et l'espoir. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole d'un État, qui reste quand d'autres s'effacent. Dans les zones naguère perdues, ces décisions se traduisent par des gestes simples. Sécuriser les routes de Boras de Barcelogo, rétablir les forages de Gabou, ramener la police communautaire à Bleu du Mouroun. Ces actes n'ont rien de spectaculaire. Ils valent pourtant plus que 1000 discours de souveraineté. Autour de lui, de jeunes officiers, d'anciens réfugiés et des ingénieurs civils forment la première génération du terrain. Terrain retrouvé. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils veulent que les puits fonctionnent et que les récoltes reprennent.
Dans un village du Nord, une enseignante raconte « Je n'ai pas revu mes élèves pendant 3 ans. Aujourd'hui, ils récitent à nouveau sous le manguier. » Ce retour à la normalité, pour fragile qu'il soit, est la preuve que la sécurité n'est plus un mot, mais une présence. L'effet se propage. Plus les villages se stabilisent, plus les déplacés rentrent. Plus ils rentrent, plus les marchés renaissent. Ce cercle vertueux, encore précaire, illustre la philosophie d'Ibrahim Traoré. La paix ne se signe pas, elle s'enracine. Ce n'est pas un miracle militaire, mais un travail patient de réoccupation humaine du territoire. En d'autres termes, parce qu'à travers chaque puits réparé, c'est une société entière qui réapprend à se tenir debout. Le tournant s'est amorcé en 2023, quand la première phase de la stratégie sécuritaire à 2 niveaux d'Ibrahim Traoré a couvert les zones rouges du Sahel. Les bataillons d'intervention rapide, 28 au total, ont pris position, ouvrant les routes jadis piégées et escortant les convois humanitaires vers les villages abandonnés. Les hélicoptères survolaient désormais des terres redevenues vivantes. L'État avait retrouvé ses points d'appui, puits, écoles, marchés. Dans le même temps, des unités de gendarmerie mobile restaient pétées sur place, assurant la médiation entre anciens déplacés et nouvelles autorités locales. L'activation de cette double couche a marqué le début d'un retour du contrôle humain sur le terrain, selon les mots de cerveau du président. Le seuil d'Idiaï, le haut du cycle, était venu quelques mois plus tard, quand les retours de population se sont accélérés. Plus d'1 million de déplacés regagnaient leur maison au milieu de 2025. Dans les provinces du Nord, les troupeaux réapparaissaient, les femmes reprenaient dans les marchés hebdomadaires, et les enfants leur chemin d'école. Ce n'était plus une promesse, mais une réalité visible. La sécurité, pourtant, n'était qu'une moitié du combat. Ibrahim Traoré annonça alors le Offensive agro-pastorale, un plan colossal pour transformer la stabilité en subsistance. 592 milliards de francs CFA furent alloués à la relance de 8 filières. Riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé et mangue. Le défi était immense. Faire revivre un système agricole brisé par la guerre. Des canaux d'irrigation furent réhabilités, les semences redistribuées, les coopératives locales intégrées dans un programme inédit d'achats directs. Pour la première fois, le Programme alimentaire mondial achetait au Burkina Faso même les produits qu'il servait dans les cantines scolaires. À Arbolé et Borba, les repas des enfants provenaient désormais de fermes voisines. Cette boucle courte, produire, vendre, nourrir localement, est devenue l'image d'une économie en reconstruction. Puis est venue la phase de stabilisation, le moment du doute et du tri. La sécheresse a menacé. Les critiques occidentales ont repris. Centralisation du contrôle, dérive populiste. Mais sur le terrain, les chiffres répondaient d'eux-mêmes. Les récoltes augmentaient, les marchés restaient ouverts, les déplacés cessaient de fuir. L'armée ne se battait plus contre des fantômes. Elle sécurisait la moisson. Le délai entre le premier tir et le premier champ reverdi n'aura été que de 3 ans, un record pour un pays dévasté par une décennie de conflits. Ce rythme imposé par Ibrahim Traoré a transformé la guerre en chantier collectif. Le Burkina Faso, disait-il, ne se sauvera pas par les slogans, mais par la terre et les chèvres. La terre, aujourd'hui, commence à répondre. Sous le mandat d'Ibrahim Traoré, la reconstruction s'est mesurée par des données concrètes, plus que par des promesses. Premier chiffre, 1000, c'est le nombre de personnes déplacées rentrées volontairement entre 2023 et 2025. Chaque retour représente un toit rebâti, un champ réouvert, une école qui retrouve sa cloche. Ces familles ne sont plus des statistiques. Elles deviennent les cellules d'un pays qui se réapproprie son territoire. Deuxième chiffre, 592 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars, injectés dans le plan agro-pastoral national.
Cet investissement n'est pas une subvention aveugle. Il finance l'irrigation, la distribution d'outils, la réhabilitation des stations vétérinaires et la formation des jeunes. Le résultat est tangible. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, la production vivrière a augmenté de 11% et le PIB global de 5% en 2 ans. Troisième chiffre, 28. 28 bataillons d'intervention rapide déployés dans les zones du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Chacun couvre en moyenne 5000 km, soit la taille d'une province. Derrière ces unités, une police mobile agit comme une colonne vertébrale, sécurisée, dialoguée, stabilisée. Leur présence a permis de réduire de 40% les incidents civils majeurs signalés depuis 2022. Ces données forment le socle d'une doctrine. La sécurité précède la subsistance, mais les deux avancent ensemble. Là où les puits sont protégés, les récoltes en reviennent. Là où les récoltes se reviennent, les familles restent. Et là où elles restent, le commerce renaît. C'est un cycle mesurable. Un modèle que le Burkina Faso espère rendre durable. Les chiffres, pourtant, ne disent pas tout. Ils masquent le coût humain d'un tel effort. Nuits sans sommeil, pluies incertaines, villages reconstruits 3 fois avant de tenir debout. Mais ils révèlent aussi une vérité rare. Pour la première fois depuis 10 ans, la croissance burkinabé ne dépend plus d'un bailleur étranger. Elle pousse du sol même que ses habitants cultivent. Cette trajectoire n'efface ni les zones instables ni les critiques, mais elle démontre la cohérence d'un cap, restaurer la souveraineté par la preuve. Et si chaque donnée porte la marque d'Ibrahim Traoré, c'est parce que son projet repose sur une équation simple. Sécurité plus terre et dignité. Le débat autour d'Ibrahim Traoré divise au-delà du Burkina Faso. Premier argument, souvent repris dans les médias occidentaux, la militarisation du pays masquerait une dérive autoritaire. Les critiques évoquent les bataillons d'intervention, la centralisation des décisions et le recul de certaines libertés civiles. Ils pointent la presse sous pression et redoutent que la stabilité ne soit obtenue au prix du contrôle. Second argument, porté par les acteurs locaux, sans sécurité, aucune liberté n'existe. Pour un village de la frontière malienne, le droit de circuler vaut plus que la promesse d'élections lointaines. La souveraineté, expliquent-ils, n'est pas une idéologie, c'est la condition première de la dignité. Les faits te permettent d'arbitrer entre ces visions. Depuis 2023, le nombre d'incidents violents recensés par les observateurs indépendants a chuté de près de 40%. Les marchés de Barcelogo et Gabou fonctionnent à nouveau. Les écoles rouvrent et la population déplacée diminue. Ces éléments ne valident pas tout, mais ils prouvent que la politique de terrain d'Ibrahim Traoré obtient des résultats visibles. Le Stillman exige de reconnaître la part de vérité dans la critique. Oui, un État sous tension tend à resserrer ses leviers de pouvoir. Oui, le risque d'abus demeure dans toute zone de conflit. Mais ignorer la réalité empirique, un territoire pacifié, une économie rurale qui repart, serait nier la transformation sociale en cours. La question n'est pas de choisir entre démocratie et sécurité, mais de comprendre comment l'une nourrit l'autre. Le modèle burkinabé tente précisément cela, faire naître la liberté à partir du calme retrouvé. Dans cette logique, les armes ne dominent pas les institutions. Elles les protègent, le temps qu'elles puissent s'enraciner. Tout commence par une chèvre. Cette phrase, répétée par Ibrahim Traoré lors de sa visite à Boulay-du-Hun, résume le basculement de la reconstruction, passer de la sécurité à la subsistance. Dans le nord du Burkina Faso, chaque foyer rapatrié reçoit un kit d'élevage, une chèvre, un bouc, parfois une vache, accompagné de fourrage et de soins vétérinaires. Ce geste modeste est devenu un outil économique. À Tamasgo, les femmes gèrent les troupeaux, les jeunes distribuent de la nourriture animale et les anciens négocient les prix sur les marchés rouverts. Derrière cette simplicité se cache une politique structurée. Le gouvernement a lancé une campagne nationale de vaccination contre la fièvre aphteuse, soutenue par la FAO, couvrant des milliers de têtes de bétail.
Le projet ne vise pas seulement à nourrir, mais à créer une microéconomie circulaire où chaque animal devient capital de départ. Ce moment charnière, au milieu du récit, montre que la souveraineté burkinabé ne se déclare pas. Elle se cultive, se soigne et se multiplie. À travers le bêlement d'une chèvre, c'est un pays qui réapprend à vivre de son sol. Les effets de cette transformation se lisent dans 4 sphères concrètes du Burkina Faso. D'abord, au niveau national, le pays, longtemps classé parmi les plus instables du Sahel, retrouve une trajectoire mesurable. La production agricole a crû d'environ 11%, les importations alimentaires ont diminué et les réserves nationales de mil et de maïs couvrent désormais 3 mois de consommation. Les indicateurs de scolarisation dans les provinces du Nord remontent de 20%. Ces chiffres, modestes mais durables, confirment qu'un État rural peut redevenir productif sans dépendre de l'aide d'urgence. Ensuite, au niveau des entreprises, les petites coopératives et start-up agricoles bénéficient directement de la stabilité retrouvée. Des programmes d'achat public garantissent des débouchés aux producteurs locaux, tandis que le projet d'abattoir moderne à Bobo-Dioulasso, financé par la Banque africaine de développement, crée plus de 30 000 emplois. Dans les zones périphériques, de jeunes diplômés reviennent s'installer comme vétérinaires ou logisticiens. Le tissu économique renaît par les marges plutôt que par le centre. Puis, au niveau individuel, pour les familles rentrées, la différence est tangible. Une chèvre, un lopin de terre, une carte d'assurance santé RAMU. Ces 3 biens forment la base d'une sécurité retrouvée. Une mère qui élève 2 bêtes peut vendre un veau pour payer la scolarité. Un jeune rapatrié utilise les transferts du programme PAMP-Vie pour rouvrir un petit commerce. Ce ne sont pas des dons, mais des outils pour avancer dignement. Enfin, au niveau régional et géopolitique, autour du Burkina Faso, les voisins observent. Au Mali et au Niger, des débats s'ouvrent sur la doctrine du terrain humain défendue par Ibrahim Traoré. Commencer par la sécurité, puis la production, enfin la protection sociale. L'approche inspire, car elle inverse la hiérarchie classique des interventions étrangères. L'État d'abord, les bailleurs ensuite. Ce modèle encore fragile redéfinit la souveraineté dans le Sahel contemporain. Ces 4 cercles s'emboîtent. L'État soutient les marchés soutiennent les familles, en travaillant, redonnent sens à l'État. C'est une économie de dignité, un modèle d'endurance. Et au centre, la conviction d'Ibrahim Traoré. La paix se mesure à la distance qu'un enfant parcourt sans peur. L'avenir du Burkina Faso, selon les analystes locaux comme selon Ibrahim Traoré, se joue désormais sur 3 trajectoires possibles. Scénario 1, le scénario de base. La stabilité sécuritaire se maintient, mais la croissance agricole ralentit légèrement avec la prochaine saison sèche. Les coopératives rurales consolident leur structure, tandis que l'État poursuit la numérisation du registre social unique, RSU. La population déplacée tombe sous le seuil des 700 000 et les exportations régionales de bétail redémarrent. Ce scénario le plus probable prolongerait l'équilibre actuel. Ni effondrement, ni miracle, mais un enracinement progressif. Scénario 2. L'optimiste. Si les pluies se maintiennent et que les financements africains s'intensifient, l'offensive agro-pastorale pourrait faire bondir la production de 15%. Le nouveau centre de transformation de viande à Bobo-Dioulasso deviendrait un pôle logistique régional, attirant des capitaux du Mali et du Niger. Dans ce cas, la souveraineté alimentaire deviendrait un moteur géopolitique. Le Burkina Faso exporterait non plus sa main-d'œuvre, mais son savoir-faire. Scénario 3. Le plus dur. La sécheresse revient, les routes se dégradent. Certaines unités mobiles manquent de moyens. Les rapatriés, fragilisés, revendent leur bétail et repartent vers le sud. L'économie rurale retombe dans la dépendance et les critiques extérieures reprennent de la force. Ce scénario-là n'est pas impossible,
Il rappelle que la paix sans infrastructure reste réversible. Entre ces trois voies, la ligne directrice d'Ibrahim Traoré demeure. Continuer à construire la souveraineté par les outils du quotidien. Une pompe, un champ, un registre. Si la pluie échoue, la prévoyance doit la remplacer. Si les aides s'effacent, la production doit combler le vide. La résilience ne s'improvise pas, elle s'organise. Dans les 12 prochains mois, le pays jouera à sa crédibilité, transformer l'effort en système et la survie en modèle durable. Pour un observateur étranger, les chiffres du Burkina Faso ressemblent à un simple rapport de développement. Mais pour ceux qui y vivent, chaque donnée porte un visage. Une femme à Gabou qui peut vacciner sa chèvre sans vendre son mil. Un instituteur revenu à Tamasgo qui réouvre sa classe après 3 ans d'exil. Un jeune vétérinaire formé à Bobo Dioulasso qui soigne les troupeaux au lieu d'émigrer. Ce sont eux les bénéficiaires silencieux de la politique d'Ibrahim Traoré, et ils incarnent 3 publics distincts: la base rurale, la jeunesse active et la diaspora attentive. Pour la base rurale, le changement se lit dans la routine. Plus de sécurité, plus de récolte, plus de temps. Pour la jeunesse, il s'exprime dans la possibilité de travailler sans partir. Pour la diaspora, il suscite un doute fécond. Et si la reconstruction africaine pouvait se bâtir sans pitié importée? Ces groupes ne partagent pas la même langue ni la même vie, mais ils résonnent autour d'un même mot: autonomie. Ce que Traoré a mis en mouvement dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est une pédagogie du réalisme, une invitation à voir l'Afrique non pas comme un problème à résoudre, mais comme un espace capable de se relever. Le spectateur, en écoutant cette histoire, n'entend pas seulement un récit de reconstruction. Il entend un rappel discret. La dignité ne se donne pas, elle se travaille. Pour transformer l'élan en système, Ibrahim Traoré a structuré une feuille de route claire, séquencée en 5 étapes. Première étape: sécuriser. Les bataillons et unités mobiles poursuivent la stabilisation des zones encore à risque. Objectif: réduire de 20% supplémentaires les incidents civils d'ici fin 2026. Deuxième étape: identifier. Le registre social unique, RSU, enregistre chaque ménage vulnérable avec un identifiant numérique. Ce maillage permettra d'ici un an de relier 90% des foyers, un service social ou productif. Troisième étape, soutenir. Le programme PAMP-VI distribue des transferts monétaires ciblés et finance la reprise d'activités locales: élevage, petit commerce, irrigation. La réussite se mesure par le taux de maintien d'emploi au bout de 12 mois. Quatrième étape, protéger. Le régime d'assurance santé RAMU s'étend dans les provinces rurales, réduisant les dépenses médicales catastrophiques de 40%. La santé devient un pilier économique, pas une charge. Cinquième étape, produire. En partenariat avec la FAO et la Banque africaine de développement, le gouvernement installe des chaînes de transformation régionales pour stabiliser les revenus agricoles. Chaque palier répond à une logique simple: sécuriser d'abord, autonomiser ensuite. Les acteurs sont identifiés: armée, agriculteurs, ministères, ONG locales, et les indicateurs fixés: taux de retour, part de production locale, couverture santé. Ce plan n'a rien d'abstrait. Il s'agit d'un système testable, évolutif et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, la résilience nationale n'est pas une promesse, c'est un protocole. À la fin de ce long cycle, Ibrahim Traoré revient souvent à une image, celle du puits rouvert. Dans ses discours, il rappelle que la première victoire du Burkina Faso ne s'est pas gagnée au front, mais au fond d'un trou creusé dans la poussière. C'est là, dit-il, qu'un peuple a retrouvé sa profondeur. Le symbole n'est pas anodin. Dans les villages de Barcelogo ou de Tamasgo, ce même puits nourrissait aujourd'hui les chèvres données
Lors du retour des familles, il relie la sécurité de la terre à la subsistance de la maison. Ce fil entre le soldat, le paysan et l'enfant qui puise l'eau incarne la cohérence du modèle burkinabé. La boucle se referme. La guerre avait asséché la confiance. L'eau, revenue, la rétablit. Le pays ne se relève pas par miracle, mais par mémoire. Et dans cette mémoire, chaque outil, chaque bête, chaque graine porte la marque d'un peuple qui s'obstine à vivre debout. Parce qu'au Burkina Faso, la dignité n'est plus une idée. Elle a un goût de poussière, d'eau et de travail. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas une épopée héroïque, mais une leçon discrète. Elle montre qu'un pays peut renaître sans promesses spectaculaires, simplement en restaurant la chaîne invisible entre la sécurité, la terre et la dignité. Ce n'est pas un modèle fermé, mais un miroir offert à tout peuple qui cherche à se reconstruire. Chaque sac de mil échangé, chaque animal vacciné, chaque enfant marchant vers l'école devient une affirmation silencieuse. La paix se bâtit dans le geste, pas dans le slogan. Le Burkina Faso rappelle au monde qu'une nation peut se redresser en cultivant sa propre endurance. Et vous, spectateurs ou lecteurs, que retenez-vous de cette histoire ? Peut-être que la résilience n'est pas une exception africaine, mais une vérité universelle. Peut-être qu'à travers la poussière du Sahel, c'est un avenir commun qui se dessine, un avenir où le travail et la foi remplacent la dépendance.